Alors, pourquoi l'exil et le handicap? Eh bien, parce que je travaille depuis plus de 20 ans dans un centre de jour qui accueille de jeunes enfants qui présentent des troubles relationnels graves, des troubles autistiques, psychotiques, des troubles de l'attachement, associés à un important retard de développement. Et dans le cadre du travail avec ces familles, les familles de ces enfants du centre de jour, je suis très sensible à l'impact des difficultés de l'enfant et sur les relations familiales. Alors parce que beaucoup de ces enfants appartiennent aussi à des familles ayant un parcours migratoire souvent douloureux, ce qui est aussi le cas de certaines familles que je rencontre au SSM de Verviers, je m'intéresse également aux conséquences de l'exil et de l'immigration sur les liens familiaux. Alors, même si je ne suis pas une spécialiste de l'exil et du handicap, ces deux thèmes occupent une place centrale dans ma clinique et ils suscitent chez moi à la fois beaucoup d'intérêt, de questionnements que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, en préparant cette matinée, je me suis dit que si vous vous êtes inscrit à ces 2 journées d'études sur les loyautés, ce n'est sans doute pas pour entendre uniquement parler d'Ivan Bozormani-Nagy et de la thérapie contextuelle. Et pourtant, au moment où je m'apprête à vous parler de la loyauté dans les champs particuliers de l'exil et du handicap, il me semble utile de vous transmettre quelques informations importantes sur la vie d'Ivan Bozormani-Nagy. Parce que s'il a beaucoup parlé de loyauté, s'il s'est autant intéressé à ce thème, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. En fait, l'intérêt d'Ivan Bozormani-Nagy pour le concept de loyauté, il s'inscrit dans son histoire d'exil et d'immigration. Psychiatre américain d'origine hongroise, il est né le 19 mai 1920 à Budapest et durant ses études de médecine en Hongrie, il est successivement exposé aux dangers de l'occupation allemande puis soviétique. En 1944, il se voit contraint d'interrompre sa formation de psychiatre pour exercer en tant que médecin dans l'armée. Il refuse alors d'obéir à des ordres qu'il juge inacceptables. Il est recherché, il est poursuivi et il se voit obligé, pour sauver sa peau, de vivre dans la clandestinité. En 1948, il est à nouveau poursuivi. Il risque à ce moment-là d'être envoyé en Sibérie parce qu'il refuse de rejoindre le Parti communiste et parce que certains pensent qu'il fréquente trop la librairie de l'ambassade des États-Unis. Pour échapper à la torture, il doit alors fuir son pays et dire adieu à son père qui est très malade. Il s'exile alors en Autriche, où il exerce quelque temps en tant que médecin auprès de l'Organisation internationale des réfugiés. Et puis, à la recherche d'un avenir meilleur, il décide en 1950 de migrer aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que durant tout son exil, il est très difficile pour Nagy de communiquer avec sa mère, avec son frère et d'autres membres de la famille. Il devra d'ailleurs attendre presque 20 ans pour pouvoir retourner en Hongrie et retrouver ses proches. Et pendant toute cette période, il est affecté par le manque de contact avec sa famille. Et il s'interroge sur le devenir des liens quand l'espoir de se revoir est incertain. Parce qu'il a migré aux États-Unis pour se créer des conditions de vie meilleures, il ressent aussi une dette vis-à-vis de ses proches qui sont restés sous le joug de l'occupation soviétique. À ce moment-là, une question s'impose à lui. Comment peut-il profiter de sa liberté, réaliser ses projets personnels, tout en restant loyal à sa famille? Alors, à travers cette expérience personnelle, Ivan Bozormani-Nagy va chercher à montrer comment l'exercice de la loyauté repose sur l'acceptation de la redevance, de la dette.
C'est en prenant conscience de nos dettes et en trouvant une façon raisonnable d'honorer nos dettes que nous pouvons, selon lui, jouir de notre liberté individuelle. Pour Ivan Bozormani-Nagy, la loyauté, elle est donc, et on l'a déjà dit hier, mais je vais le redire, elle est donc intimement liée à la dette de vie. Stéphanie et Sophie vous l'ont expliqué, cette dette de vie, elle se contracte à la naissance de l'enfant. Il s'agit d'une double dette de vie. L'enfant a une dette envers son parent, car sans eux, il ne serait pas là, et le parent a une dette envers son enfant, car celui-ci n'a pas demandé à naître. Alors, pour Ivan Bozormani-Nagy, cet endettement mutuel, il va très tôt motiver l'enfant à s'engager dans un échange réciproque avec son parent. Même s'il ne peut donner autant que son parent, en raison de son âge, de son niveau de maturité, il n'est pas seulement, ça vous l'avez compris hier, il n'est pas seulement destiné à recevoir. Il est aussi capable de don. Et donc, dès la naissance, il va y avoir du don et du recevoir entre l'enfant et son parent. Et c'est dans cet échange que se nourrit la loyauté. Accepter de recevoir, c'est accepter d'être en dette, c'est accepter de rendre. C'est accepter, on l'a vu hier, d'être liés l'un à l'autre dans une réciprocité. Alors, on va le voir aujourd'hui, certaines situations comme l'exil et le handicap peuvent complexifier la gestion de la loyauté et de la dette de vie pour l'enfant comme pour son parent. La pauvreté, la guerre, les bouleversements climatiques peuvent amener des familles à fuir leur pays. Tout en décidant de rester au pays où ils se sentent utiles, certains parents peuvent aussi décider d'envoyer leurs enfants chez des proches, des membres de leur famille à l'étranger, pour qu'ils puissent faire des études, grandir dans un environnement plus sûr, plus démocratique, plus favorable au niveau matériel et sanitaire. À travers différents exemples, nous allons voir en quoi consiste la dette de survie et la culpabilité du survivant et comment ces mécanismes se transmettent aux enfants et impactent la gestion de la loyauté en faisant des obligés sur plusieurs générations. Nous envisagerons ensuite, après la pause café, l'injustice liée au handicap et ses conséquences sur les relations. À travers différents exemples, de nouveau, nous verrons comment, pour les parents, la culpabilité d'avoir mis au monde un enfant qui présente un handicap, qui ne se développe pas comme les autres, peut alourdir le poids de la dette de vie et déboucher sur une loyauté qui emprisonne. Pour la famille, le fait d'être en bonne santé, alors que leur frère ou leur sœur n'a pas cette chance, peut également représenter une charge importante dans leur vie et impacter leur façon d'être loyaux à leurs proches. Alors, intéressons-nous d'abord, si vous le voulez bien, à l'exercice de la loyauté dans le champ de l'exil. Mais avant tout, qu'est-ce que l'exil et en quoi l'exil est-il différent de la migration? Vous allez voir, j'utilise un peu les deux termes. Selon l'Organisation internationale des migrations, il n'existe pas au niveau international de définition universellement acceptée du terme migrant. Mais de façon générale, lorsque la décision d'émigrer est prise librement par l'individu concerné, sans intervention de facteurs externes contraignants comme des famines, des guerres, des bouleversements climatiques, on utilisera préférentiellement le terme de migration. Par contre, lorsque le départ correspond à une fuite du pays pour des raisons de survie et que la rupture avec le pays d'origine est précipitée et souvent définitive,
on parlera plutôt d'exil. Alors, si à la différence de l'exil, la migration est précédée d'une phase d'élaboration du processus migratoire et peut s'accompagner d'un projet de retour, les limites entre les deux appellations sont quand même floues. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de facteurs externes objectivés qu'il n'y a pas de nécessité de partir, par exemple, pour des raisons de survie psychique ou d'entrave, par exemple, à la liberté d'expression. Mais quoi qu'il en soit, qu'il soit préparé ou non, le processus migratoire confronte toujours au deuil. Le fait de partir, de laisser derrière soi famille, amis, maison, emploi, implique perte et renoncement. Et en raison de toutes les pertes qu'il occasionne, le processus migratoire fragilise et rend vulnérable. Et lorsqu'il permet d'échapper à la mort, à la faim, à la peur, à la torture, l'exil rend aussi coupable. À la dette de vie s'ajoute alors la dette de survie. Mais qu'est-ce que c'est que cette dette de survie ? Eh bien, pour Ivan Bozormani-Nagy, les personnes qui ont fui des conditions de vie pénibles ressentent souvent une dette vis-à-vis des proches qui n'ont pas eu leur chance. Parce qu'elles se sentent coupables d'avoir survécu, elles endossent souvent la responsabilité de faire quelque chose pour racheter les pertes et les souffrances des victimes restées au pays. Alors, dans son livre Beyrouth sur scène, Sabile Goussoub, qui est journaliste et chroniqueur littéraire, il cherche à comprendre dans son livre la vie de ses parents libanais, exilés à Paris. Un jour, sa mère lui avoue combien elle regrette ne pas avoir été au Liban pour vivre la guerre auprès des siens. En l'écoutant, Sabile Goussoub, qui a 31 ans, il réalise qu'il ne sait rien du passé de ses parents, de leur arrivée à Paris, de la souffrance qu'a été pour eux la guerre au Liban. Et parce qu'il a besoin de comprendre l'impact que l'exil de ses parents a eu sur sa vie, il décide d'interroger ses parents et d'écrire un livre sur leur histoire. En écoutant leur récit, il apprend que ses parents ont décidé, après leur mariage, de venir vivre 2 ans à Paris pour permettre à son père de réaliser un doctorat de théâtre et de langue arabe à la Sorbonne. Peu après leur arrivée à Paris, la guerre éclate au Liban. Éloignés de leurs proches, dont ils connaissent les conditions de vie pénibles, les parents de Sabile Goussoub sont tiraillés entre 2 choses. D'une part, l'option de vivre en paix à Paris et d'offrir à leur petite fille qui va bientôt naître, la sœur aînée de Sabile Goussoub, un environnement sécurisant pour grandir. Ils sont aussi tiraillés entre l'autre option, celle de retourner, soutenir leurs proches, qui vivent dans la peur permanente des attentats et des voitures piégées. Sous l'insistance de leur famille, au nom de leur survie et de celle de leur fille, ils décident de rester à Paris. Mais pour la mère de Sabile Goussoub, cette décision, elle a un prix. Elle ressent une dette vis-à-vis de ses proches, qui n'ont pas la chance de vivre comme elle, en paix. Cette dette, on peut la qualifier de dette de survie, puisque c'est à ce titre qu'elle n'est pas retournée avec sa fille et son mari auprès des siens. Et parce qu'elle se sent coupable de vivre en paix à Paris alors que les siens vivent sous les bombes à Beyrouth, elle dépense toute son énergie pour trouver les moyens de venir en aide à sa famille.